Nous sommes ce soir à la 5e édition de notre série Les barbares attaquent les politiques publiques. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur l'endroit où nous sommes, puis sur l'objet de ces conférences, de cette série de conférences. L'endroit où nous sommes, c'est The Family. Donc nous sommes, The Family est une société d'investissement dont je suis l'un des cofondateurs. Nous avons presque 2 ans d'existence. Nous faisons grandir un portefeuille de participation dans des entreprises qui sont plutôt des startups, c'est-à-dire au capital desquelles on rentre en amorçage et qui sont plutôt dans l'économie numérique, parce que ce qui nous intéresse dans les entreprises, c'est le rendement croissant et ce qu'on appelle dans le vocabulaire du milieu la scalabilité. Voilà, le fait qu'elles puissent grandir très vite, de façon exponentielle, une fois qu'elles ont réussi à cristalliser une proposition de valeur qui rencontre un marché. Alors, en marge de nos activités d'investissement, nous avons une intense activité de production d'événements et de conférences, parce que nous considérons que ça fait partie du métier en quelque sorte. Ça nous oblige, nous, à travailler sur le fond, ça nous permet de porter une parole et une vision du marché, ça nous permet de nouer des liens avec un certain nombre des parties prenantes qui sont absolument critiques pour la réussite des entreprises et pour leur capacité à grandir. Parmi ces parties prenantes, il y a les pouvoirs publics. Il y a aussi les grandes entreprises. Alors pour les grandes entreprises, on a fait l'année dernière, de 2013-2014, une première série de conférences, les barbares attaquent, dont la finalité était extrêmement simple, c'était s'adresser aux grandes entreprises, à ceux qui les dirigent, et leur expliquer à travers ces conférences, qui étaient chacune consacrées à une filière de l'économie, en quoi le développement de l'économie numérique allait bouleverser en profondeur la façon dont les entreprises créent de la valeur, sont organisées, servent leurs clients, et en quelque sorte représente pour les entreprises en place une menace à laquelle il faut se préparer en devenant soi-même une entreprise numérique. Donc on a fait 24 éditions de cette série, les barbares attaquent, et ça nous a permis donc de travailler sur 24 filières de l'économie, de rencontrer des gens dans les grandes entreprises qui dominent ces filières. Et puis nous avons mis fin à cette série à l'été dernier, date à laquelle Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, est venu nous proposer de rebooter en quelque sorte la série, mais cette fois en nous focalisant sur les politiques publiques et pour examiner en quoi le développement de l'économie numérique, des technologies numériques, allait profondément bouleverser à la fois les conditions d'exercice de mise en œuvre des politiques publiques et puis la nature même des services qu'on peut rendre aux citoyens, enfin que peuvent rendre les administrations aujourd'hui aux citoyens. Donc depuis le mois de septembre, nous parcourons un peu le champ des politiques publiques. Nous avons fait l'éducation, nous avons fait les transports, nous avons fait les politiques de l'emploi. Et aujourd'hui, nous proposons d'examiner une partie prenante très importante des politiques publiques, qui sont les partenaires sociaux et le rôle qu'ils jouent dans la société, dans l'économie, et en quoi le développement de l'économie numérique remet en cause ces institutions que sont le paritarisme et le dialogue social. Alors juste pour le format de cette soirée, donc je vais prendre la parole. La première partie de la soirée est une conférence qui vous est proposée par The Family, donc je parle et me succédera mon associé Oussama Hamar. Et donc à 19h30 commence la seconde partie qui est un panel de discussion de ce qui aurait été dit dans la première partie et d'échanges avec vous. Et donc nous serons rejoints par Michel Guilbault du MEDEF, Thierry Cadar qui est là de la CFDT, Duc Aduon qui est un entrepreneur, vous le verrez, qui réinvente les relations sociales dans son entreprise. Et puis je serai moi-même présent pour poursuivre la discussion qui sera animée par Laurent. Alors, le paritarisme et le dialogue social, les partenaires sociaux, donc, sont à l'épreuve, un peu comme tout le monde est à la même enseigne, dans cette phase très délicate que nous sommes en train de vivre, qui est la transition numérique de l'ensemble de notre économie. Ils sont à l'épreuve de ce processus de transition, qui est un changement de paradigme. Alors on va en parcourir un peu les tenants et les aboutissants, mais nous quittons un paradigme qui a dominé toute l'économie du XXe siècle, qui est le paradigme de la production de masse et de la consommation de masse, et qui consistait, pour des très grandes entreprises extrêmement pyramidales, organisées suivant un mode de production industrielle, à produire des grandes séries de produits standardisés qui étaient ensuite écoulés sur des marchés de consommation de masse, solvabilisés par un système bancaire performant et par une protection sociale généreuse.
Alors comme vous le voyez, plus rien de ces prémices ne tient aujourd'hui, tout est en train de s'effriter, et est en train de s'effriter pour laisser la place progressivement à un nouveau paradigme qu'on comprend encore mal parce qu'il se dessine sous nos yeux en quelque sorte. Et ce paradigme, c'est celui de l'économie numérique dominée par d'autres entreprises, organisant en quelque sorte des relations différentes entre les différents acteurs de l'économie, les entreprises, les pouvoirs publics, le monde associatif, les consommateurs, etc. Et donc ce paradigme, entre les deux paradigmes, il y a une phase de transition qui peut durer peut-être plusieurs décennies et qu'on appelle la transition numérique. Alors juste pour rappeler en quelques mots de quoi on parle, le paritarisme, le dialogue social, sans vouloir faire de l'exégèse de tous ces termes, le paritarisme, c'est ce principe fondamental qui pose un principe d'égalité dans les négociations entre, d'un côté, les représentants des employeurs, des patrons, et de l'autre côté, les représentants des salariés. Donc c'est pour ça que je vous montrais cette photo qui me semble illustrer parfaitement l'esprit de ce qu'est le paritarisme, c'est-à-dire d'un côté la présidente du MEDEF de l'époque, de l'autre côté le secrétaire général de la CGT, l'un des principaux syndicats de salariés, est rassemblé par les pouvoirs publics et mis sur un pied d'égalité pour discuter d'un certain nombre de choses, de règles qui s'appliquant à l'économie, vont lui permettre de mieux fonctionner, de mieux se développer. Alors le paritarisme et le dialogue social, c'est-à-dire le dialogue qui se noue entre ces deux parties prenantes, ces deux interlocuteurs qui se rencontrent dans différentes instances, dans différents contextes, c'est un pilier de l'ancien paradigme. C'est un pilier de l'ancien paradigme parce que le paritarisme et le dialogue social ont été inscrits dans notre droit à un très haut niveau de la hiérarchie des normes, puisqu'il s'agit de la Constitution, au moment de la libération, par le Conseil national de la résistance, que vous voyez ici rassemblé sur cette vieille photo d'archives. Et pour préciser les choses, je me permets de vous projeter l'extrait du fameux préambule de la Constitution de 1946 qui pose les bases de la façon dont s'est ensuite organisé le paritarisme et le dialogue social pendant plusieurs décennies, et notamment pendant les 30 Glorieuses. Donc ce sont les alinéas de ce préambule 6, 7 et 8. L'alinéa 6 est relatif aux libertés syndicales. Il dispose que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. L'alinéa numéro 7 est sur le droit de grève qui s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Et l'alinéa numéro 8 est sur la participation à la gestion des entreprises et l'implication des salariés dans la détermination des conditions de travail dans les entreprises. Alors tout ça étant dit, si le paritarisme est un pilier de l'ancien paradigme et que l'ancien paradigme, du fait même de la transition numérique, est en crise, alors avec la crise de l'ancien paradigme vient la crise du paritarisme lui-même. Donc c'est ce à quoi nous assistons et dont on va essayer, enfin c'est un peu la conclusion que nous tirons, nous, à The Family, de ce qu'on observe sur les partenaires sociaux, sur le dialogue social, c'est que c'est dans une crise profonde et que cette crise, d'une certaine manière, s'explique en grande partie, comme la crise des entreprises issues du paradigme ancien, par cette transition qui affecte l'économie et la société dans toutes ses dimensions. Alors ici, évidemment, nous sommes dans une conférence sur un format très très court, et donc on va se contenter d'instantanés, mais on pourra les discuter ensuite plus avant dans le panel. Premier instantané ou premier problème, c'est que le paritarisme a été institutionnalisé à une époque où l'économie était beaucoup plus homogène, c'est-à-dire ça se divisait à peu près en deux. Il y avait d'un côté les grandes entreprises industrielles qui avaient en quelque sorte une échelle d'opération qui était nationale, voire internationale, qui était extrêmement pyramidale, encadrée par les processus normalisés de l'organisation scientifique du travail. Et puis il y avait de l'autre côté un petit monde beaucoup plus dynamique ou précaire ou vivant, qui était celui des petites entreprises. Donc cette dichotomie reste très profondément inscrite dans notre vision des entreprises, dans notre vision des conditions de travail. En gros, il y a les grandes organisations d'un côté, puis les petites organisations de l'autre. Aujourd'hui, on voit bien que cette vision du monde et l'organisation de la production de normes par le dialogue social adapté à cette vision du monde devient inopérante à une époque où la réalité des entreprises est beaucoup plus diverse que cette dichotomie un peu trop simple. Elle est beaucoup plus diverse parce que les grandes entreprises se recomposent profondément. Elles sont pour la plupart devenues des multinationales. Leur ancrage local a profondément changé de nature.
Vous savez que les chaînes de valeur, du fait de la mondialisation, du fait du développement des technologies qui ont permis ça, se sont progressivement intégrées à l'échelle globale. Maintenant, ces entreprises, elles sont pilotées à l'échelle globale, elles sont beaucoup plus sous pression de leurs actionnaires, et leur présence locale a radicalement changé de nature. Et évidemment, les négociations qu'on peut conduire, même à l'échelle d'un grand territoire comme la France, n'ont plus du tout le même impact que dans le passé, ou avant la mondialisation de l'économie et avant l'intégration globale des chaînes de valeur. Par ailleurs, du côté des petites entreprises, c'est aussi beaucoup moins homogène, parce qu'il y a des petites entreprises qui sont des sous-traitantes des grandes entreprises. Il y a eu ce phénomène d'éclatement des chaînes de valeur, où on a reporté sur les sous-traitants, c'est le cas notamment dans l'industrie automobile, un certain nombre de fonctions. Il y a le phénomène aussi de coexistence dans le milieu des petites entreprises de ce qu'on appelle, disons des PME traditionnelles, et puis de ce qu'on appelle ici, as a family particulièrement, et puis un peu plus globalement dans le monde de l'économie numérique, les startups. Alors les startups, quand on les regarde de loin, ont l'air de petites entreprises comme les autres. Quand on les regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des petites entreprises comme les autres, qu'il n'y a pas grand-chose de comparable entre une petite startup de 3 salariés et un salon de coiffure de 3 salariés ou une petite entreprise de service de 3 salariés. Il n'y a pas grand-chose de comparable parce que les ambitions ne sont pas les mêmes, le mode de financement n'est pas le même, l'organisation des relations entre les managers et les salariés n'est pas du tout le même, et évidemment, la nature même du dialogue social au sein des entreprises est tout à fait différente. Donc, à la fois la production de normes par le dialogue social et puis le principe même d'un dialogue social tel qu'il a été organisé dans l'ancien paradigme résiste de plus en plus à la réalité des entreprises. Par ailleurs, un autre élément de fragilisation, c'est que au sein, si on regarde les partenaires sociaux eux-mêmes, il n'y a même plus de consensus entre partenaires sociaux sur la nature même du paritarisme et sur les institutions que le paritarisme est censé encadrer. Donc ici, je vous propose une image de Denis Kessler, donc qui ne joue plus de rôle direct dans tout ça, mais qui, à l'époque où il était auprès d'Ernest-Antoine Seilière au MEDEF, a joué un rôle et a exercé une influence très profonde sur le changement radical de vision du patronat français sur le paritarisme lui-même, sur ce qui devait relever de la négociation sociale, sur le rôle que devaient jouer les partenaires sociaux dans la gouvernance d'un certain nombre de grandes institutions telles que l'assurance maladie, etc. Donc, s'il n'y a même plus de consensus au sein des partenaires sociaux sur ce que le paritarisme doit être, ça le fragilise évidemment. Troisième élément, troisième problème qui explique la fragilisation du paritarisme, ce sont les fameux niveaux, les échelons de négociation. Comme vous le savez, le dialogue social, il se passe tout particulièrement à 3 échelons. Donc dans l'entreprise, évidemment, il se passe tout en haut à l'échelon interprofessionnel pour produire des normes qui vont s'appliquer à l'ensemble de l'économie. Et puis l'échelon intermédiaire, qui a longtemps été privilégié dans l'ancienne économie industrielle, c'est celui de la branche. Et la branche, historiquement, la branche professionnelle correspondait à ce qu'on appelle en politique industrielle la filière, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises d'une culture relativement homogène qui travaillent les unes avec les autres tout au long d'une chaîne de valeur pour servir des clients finaux sur un marché. Or, aujourd'hui, les branches, non seulement les branches, il y a une grande porosité qui s'est immiscée entre les branches, elles se sont recomposées, rapprochées les unes des autres, à tel point qu'on n'a même pas attendu le développement de l'économie numérique pour découvrir de l'intérieur un certain nombre d'anomalies. Par exemple, quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'ai fait mon année de césure dans une entreprise de télécom qui était Siemens, mais j'étais régi par la branche professionnelle de la métallurgie, compte tenu de l'origine historique de Siemens, qui s'ancre profondément dans les métiers de la métallurgie. Donc ça n'avait rien à voir avec les télécoms, ça n'avait rien à voir avec les compétences qu'on mobilise dans une entreprise de télécom, mais cet héritage du passé continuait de subsister. Une autre anomalie qu'on constate nous tous les jours ici à The Family, c'est le fait que toutes les startups, vous le savez peut-être, sont rattachées à la convention collective du Syntec, branche professionnelle qui désigne à peu près les entreprises qui font de l'informatique, des services informatiques, etc. Alors pourquoi on rattache toutes les startups alors même que les startups travaillent dans toutes les filières, elles cherchent à transformer l'énergie, elles cherchent à transformer l'agriculture, l'automobile, etc. Bref, mais toutes les startups, parce qu'elles ont une composante numérique importante, sont rattachées à la convention collective du Syntec. Et donc de l'intérieur, les entrepreneurs sont à peu près les derniers à comprendre ce découpage de l'économie en branches professionnelles parce que, vivant eux-mêmes l'anomalie de leur rattachement à une branche en profond bouleversement qui
qui ne correspond pas plus vraiment au périmètre des métiers du numérique. Bref, donc ils s'interrogent. Alors, tout ça étant dit, il faut se souvenir que la transition numérique, c'est, suivant les termes de Marc Andreessen, le numérique qui dévore le monde, et à mesure que le numérique dévore le monde, il disloque les filières traditionnelles telles qu'elles ont toujours été organisées. Par exemple, le numérique est en train d'organiser une convergence très puissante entre trois filières qui étaient relativement hétérogènes jusqu'ici, qui sont le bâtiment, l'énergie et l'automobile. Alors sur le bâtiment et l'énergie, vous allez me dire, ils ont beaucoup travaillé ensemble depuis longtemps, mais le numérique est en train de les intégrer beaucoup plus puissamment. L'automobile, pourquoi ? Parce que c'est Tesla Motors qui installe des batteries dans ses voitures. Lorsque les batteries sont usées, on commence à voir émerger des modèles d'affaires consistant à sortir les batteries usées des voitures pour les installer dans les maisons où on a moins besoin de batteries performantes, mais pour faire du stockage d'énergie dans les maisons. Bref, et donc ça crée une porosité dans un écosystème qui s'organise autour d'Elon Musk, qui est le patron de Tesla Motors, qui est par ailleurs chairman d'une autre entreprise qui s'appelle SolarCity, qui fait de l'énergie solaire. Bref, ça crée une porosité inédite, mais sans doute irréversible, entre deux filières qui jusqu'ici s'ignoraient totalement. D'un côté, l'énergie et le bâtiment, de l'autre côté, l'automobile. Bref, et donc si vous continuez à faire subsister des branches professionnelles qui déterminent des conditions de travail différentes dans ces différentes filières, qui vont se fondre les unes dans les autres à mesure que le numérique dévore le monde, ça va poser évidemment beaucoup de problèmes. Alors, autre problème, c'est le fait que les partenaires sociaux, quand on prend un peu de recul et qu'on les examine, sont de moins en moins représentatifs de la réalité du monde du travail. Alors là, je vous donne des exemples extrêmes, évidemment. La question, c'est est-ce que les représentants officiels des patrons aujourd'hui sont représentatifs des patrons dans l'économie numérique ? Est-ce que Mark Zuckerberg, s'il était français, si nous avions réalisé cette prouesse d'avoir fait grandir Facebook depuis la France, se reconnaîtrait dans l'organisation censée officiellement le représenter comme patron d'entreprise, à savoir le MEDEF. Alors vous voyez que, on connaît tous Facebook, on connaît tous Mark Zuckerberg, on a tous vu le film, on voit qu'ici qu'il porte des tongs alors même qu'il est en train d'intervenir à un colloque très sérieux. Bref, et donc on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices suggèrent que non, il ne se reconnaîtrait pas dans cette organisation professionnelle et que son agenda et son discours public seraient probablement très très différents de celui que portent les représentants officiels des patrons. Alors du côté des salariés, évidemment, c'est plus discutable, mais ici vous avez un salarié représentatif de l'économie numérique, un très grand architecte logiciel qui s'appelle Harper Reed, qui était le directeur technique de la campagne électorale de Barack Obama en 2012. Donc j'utilise toujours sa photo pour vous montrer ce que sont les salariés dans l'économie numérique, parce que tout dans son apparence suggère bien ce qui est important dans ce monde-là, c'est-à-dire des gens qui sont assez libres dans leur manière de s'habiller, des gens qui revendiquent fortement, y compris au travail, leur identité et leurs convictions politiques, et puis des gens qui sont habités par un grand individualisme. Et ces gens-là, s'ils se demandent qui défend leurs intérêts, s'ils s'interrogent sur comment s'organiser pour défendre nos intérêts, ils ne se tournent pas du tout naturellement vers les syndicats de salariés, ils se tournent vers d'autres modes d'action sur lesquels on va revenir. Alors, les organisations d'employeurs représentent de moins en moins les patrons, les organisations de salariés représentent de moins en moins les salariés. Entre les deux, vous avez un corps social un peu nouveau qui devient proliférant, qui sont les indépendants, les freelances, ceux qui se mettent à leur compte et qui travaillent tout seuls, pas tout à fait dans leur coin, mais qui cherchent leurs clients tout seuls, qui se gèrent tout seuls comme une entreprise, et que les Américains, donc, comme vous le savez, appellent les freelancers. Alors, les freelancers, ils sont très importants à avoir en tête dans une réflexion sur le paritarisme, parce que l'économie numérique produit massivement des freelancers, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais en gros, ils sont pour l'instant minoritaires dans l'économie. Demain, il est tout à fait probable qu'ils représenteront une part de plus en plus importante de la main-d'œuvre. Et alors, j'étais à New York à l'automne dernier, j'ai rencontré cette dame qui s'appelle Sarah Horowitz, qui a créé aux États-Unis le syndicat des freelancers, créé en 1995, comme vous le voyez, à l'aube de l'économie numérique, et qui compte aujourd'hui plus de 200 000 membres aux États-Unis. Alors, ce n'est pas énorme à l'échelle des États-Unis, c'est quand même significatif en termes de nombre d'adhérents. Et le syndicat des freelancers s'est créé sur un positionnement politique radicalement nouveau. C'est celui de dire que les freelancers ne sont pas des victimes de l'économie qui les jettent dans la précarité et les forcent à se débrouiller tout seuls. Ce sont des gens qui ont choisi de travailler tout seuls parce qu'ils ne supportent pas d'être sous l'autorité hiérarchique d'un employeur, parce qu'ils ne supportent pas de travailler plus de quelques mois de suite pour la même entreprise, parce qu'ils tiennent absolument à leur indépendance. Et ces gens-là, de façon très empirique, historiquement, se sont toujours organisés, ont déployé leurs propres infrastructures, leurs propres réseaux pour arriver à s'en sortir
bien qu'étant complètement en marge du système. Et donc, elle a créé ce syndicat, ou elle a inspiré la création de ce syndicat d'abord pour affirmer ces valeurs-là, mais aussi pour commencer à déployer, de négocier en faveur des freelancers et de déployer pour eux des outils comme les syndicats américains, historiquement, en ont déployé pour leurs mandants salariés. Et notamment, ils ont créé une mutuelle des freelancers. Ils l'ont créée eux-mêmes, puisque aucun assureur sur le marché ne voulait assurer ces gens-là, dont on considérait comme étant dans une situation trop précaire. Ils ont créé une mutuelle, ils ont ouvert des centres de soins, bref, et de proche en proche, ils sont en train de réinventer radicalement ce que c'est que la défense des intérêts de cette catégorie nouvelle d'actifs est grandissante et qui va prendre une place de plus en plus importante dans l'économie. Alors, avant-dernière chose qui vient complètement bouleverser le paritarisme avec le développement de l'économie numérique, c'est qu'au sein de l'entreprise, les employeurs d'un côté, les patrons et les salariés de l'autre, ne sont plus dans un colloque exclusif, privilégié et singulier. Non seulement on sait que depuis les années 80-90, ce dialogue s'est exercé de plus en plus sous la pression des actionnaires et des marchés financiers, mais en plus, depuis le développement de l'économie numérique, il y a une nouvelle partie prenante qui fait irruption dans les entreprises et qui vient profondément bouleverser ce rapport de force et détourner un peu l'attention de ces gens qui se regardaient un peu trop en chien de faïence. Ce sont les consommateurs. Alors, Henri Verdier et moi-même avons écrit un livre où nous appelons ces gens-là les consommateurs de l'économie numérique, la multitude. Alors, la multitude, pourquoi ? Pour signifier que dans l'économie numérique, et c'est très important à avoir en tête, les consommateurs ne sont pas des agents passifs qui attendent tout au bout de la chaîne de valeur qu'on leur serve des produits déjà conçus et déjà prêts à l'emploi. Dans l'économie numérique, ce qu'elle a de radicalement nouveau par rapport à l'économie ancienne, c'est que grâce au système d'information, grâce aux applications numériques qu'on met entre les mains des utilisateurs, on les invite dans le système d'information de l'entreprise et on les enrôle dans la chaîne de production. C'est-à-dire, nous tous, au quotidien, lorsque nous utilisons des applications numériques, nous travaillons en quelque sorte pour les entreprises, nous jouons un rôle actif et les entreprises doivent quasiment nous traiter comme des collaborateurs et améliorer en permanence nos conditions de travail parce que si ces conditions sont mauvaises, nous allons moins cliquer, nous allons moins contribuer, nous allons moins mettre nos appartements en location sur Airbnb ou notre voiture en covoiturage sur Blablacar. C'est très important de nous inviter et de nous installer durablement dans cette chaîne de valeur. Et donc, les entreprises ne sont plus seulement régies par le dialogue entre les patrons et les salariés, elles doivent aussi inclure dans cette organisation de la chaîne de valeur une nouvelle partie prenante, de plus en plus active, de plus en plus importante, c'est la multitude. Voilà, pour finir, le dernier problème qu'on doit constater si on se tourne vers les partenaires sociaux pour examiner en quoi ils sont bouleversés par l'économie numérique, c'est que, et là je me permets de porter un jugement personnel, mais documenté au fil de nombreux entretiens, de nombreuses rencontres et de nombreuses lectures, c'est que les dirigeants des principales organisations représentatives ne sont pas au niveau de vision, de compréhension et d'appréhension et d'utilisation de toute la potentialité que met entre leurs mains l'économie numérique. Si vous voulez, pour caricaturer, puisque je ne dirais pas que nous sommes là pour ça, mais c'est une certaine manière de faire passer des messages, pendant que les entrepreneurs de l'économie numérique se heurtent à des barrières réglementaires, à des problématiques d'accès au capital, à des difficultés à trouver des bons ingénieurs, le patronat français porte un discours sur le niveau des charges. Les charges n'ont aucune importance pour les entreprises de l'économie numérique, qui sont des entreprises qui ont un problème d'accès aux fonds propres et pas un problème d'équilibrage de leur compte d'exploitation sur les charges sociales. Et pendant que les entrepreneurs de l'économie numérique font la même chose, et avec leurs équipes de salariés qui, pour la plupart, sont intéressés au capital par différents dispositifs, les syndicats de salariés, eux, se préoccupent de défendre le sort avant tout des salariés des grandes entreprises, des salariés de l'administration, dont la culture, les conditions de travail, les aspirations, les perspectives professionnelles n'ont rien à voir, mais rien du tout, avec celles des gens qui travaillent dans les entreprises de l'économie numérique. Donc il y a non seulement un décalage en termes de qui on représente et de qui on défend les intérêts, mais lorsqu'on essaie de creuser un peu dans le huis clos d'un entretien privilégié avec des représentants d'organisations
syndicale ou patronale. On essaie de dire, bon, mais au moins vous comprenez cette économie, la réalité, et je me permets d'être très sévère là-dessus, c'est qu'ils ne la comprennent pas, et qu'ils ne comprennent en particulièrement pas forcément ni les menaces qu'elle fait porter sur eux, sur leurs organisations et sur ceux qu'ils défendent, ni même les opportunités qu'elle représente pour réinventer le paritarisme et le dialogue social et leur représentation syndicale et leur représentation patronale après la révolution numérique. Voilà pour ma première sous-partie. La seconde va être assurée par Oussama. Bonsoir à tous, je m'appelle Oussama Ammar, je suis l'un des 3 cofondateurs de The Family. Alors, je dois vous avouer que l'exposé de ce soir est parti d'un malentendu. Je pensais qu'on parlait de la parité en entreprise et du rapport homme-femme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'à 28 ans, après 3 entreprises, j'avais jamais entendu le mot paritarisme et que, en fait, j'avais jamais été confronté à cette réalité sociale que je connais pas, que je regarde avec un regard relativement naïf et qui, pour moi, se heurte à un certain nombre de choses. Et notamment que, mine de rien, les liens entre les individus et les liens entre les individus et les organisations n'ont plus rien à voir avec l'ordre classique. Les hiérarchies sont en train de disparaître. Je ne vais pas vous parler de l'importance de LinkedIn, de Facebook, etc. Mais mine de rien, on est quand même face à une grande démocratisation des liens sociaux. Et cette démocratisation, qui a commencé il y a longtemps et qui est en train de s'accélérer grâce à l'économie numérique, pose quand même une question qui est quel est le rôle de représentant à une époque où tout le monde peut pousser son petit cri. La notion de représentation, elle vient du fait qu'à un moment donné, on a besoin que la voix de quelqu'un porte plus que la voix des individus séparés. Aujourd'hui, on arrive à voir à peu près ce que les gens pensent, simplement en accumulant l'ensemble des opinions qui sont exprimées. Et alors, tout ça mène à des choses assez étonnantes, et notamment à un site internet aux États-Unis qui s'appelle Glassdoor. Alors, qui connaît ici Glassdoor ? Alors, pour tous les autres, Glassdoor, c'est un site qui vous permet de dire toute la vérité sur votre employeur. Alors, vous allez publier vos fiches de paye pour dire combien vous gagnez. Vous allez dire ce que vous pensez de votre patron, anonymement. Vous allez dire ce que vous pouvez penser d'un manager dans un département. Et toutes ces données sont collectées, stockées, triées, et tout ça permet aux gens de pouvoir postuler virtuellement à une entreprise et voir les conditions de travail dans cette entreprise. Donc quand vous êtes face au recruteur et que le recruteur vous dit « Nous sommes une entreprise ouverte sur le monde », vous pouvez aller voir Glassdoor et dire « Il n'y a que des racistes ». Quand votre employeur vous dit « On paye plus que le marché », vous pouvez simplement rentrer votre poste, votre âge, votre diplôme, et il va simplement vous dire quel est le marché. Et le grand avantage de Glassdoor, c'est que ça a complètement retourné le rapport de force. Alors, Glassdoor n'est pas massivement utilisé aux États-Unis, il est utilisé dans un microcosme qui est la Silicon Valley, qui est sans doute le marché de l'emploi aujourd'hui dans le monde le plus concurrentiel, le plus tendu, le plus privilégié, puisqu'on parle de postes assez haut de gamme, etc. Mais malgré tout, ça montre comment un microphénomène, qui est maintenant devenu massif, a complètement renversé le rapport de force entre l'employé et son employeur. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le premier résultat de Glassdoor dans les sociétés de la vallée ? C'est tout simplement qu'elles prennent des mesures syndicales. Forcément, ils améliorent les conditions de travail. Quand ils voient qu'un manager a une trop mauvaise note, il est viré. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, dans l'appel productif, ne plaît pas, les entreprises vont le changer simplement pour améliorer leur notation sur Glassdoor. Donc une fonction qui était la revendication salariale devient dans un environnement où la concurrence est extrêmement intense et dans laquelle le fait de pouvoir attirer les meilleurs est une question de survie, il y a tout d'un seul coup plus besoin de représentants syndicaux. Il suffit d'aller se plaindre sur Glassdoor et tout ça remonte et tout ça crée le pouvoir que Nicolas a évoqué avec vous, qui est le pouvoir de la multitude. Alors, tout ceci s'appuie sur un mouvement de fond dont on parle très souvent à The Family, auquel on croit énormément et que nous, on constate de plus en plus et de plus en plus rapidement et de plus en plus fort, c'est que les gens cherchent de moins en moins un travail et de plus en plus une raison d'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur rapport au travail est beaucoup plus messianique qu'avant. On ne va pas simplement au travail pour avoir un salaire et avoir des conditions relativement acceptables. Et encore une fois, on parle d'une population très privilégiée. Mais mine de rien, les gens vont au travail pour achever et réaliser une mission. Et alors ça n'a pas de prix.
Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de conditions, c'est simplement une question de croissance et d'aboutissement de cette vision et de cette mission. Et s'il y a aboutissement, alors il y a rémunération massive et très courante. Alors il y a un chiffre sur lequel j'aimerais revenir, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que la Silicon Valley a toujours produit énormément de millionnaires en distribuant énormément d'actions. Et alors, récemment, j'ai vu quelque chose qui m'a fasciné. Quelqu'un s'est amusé à prendre les salaires des postes sans fonction et sans diplôme de la vallée, donc femme de ménage, standardiste, toutes ces petites fonctions. Et regardez simplement l'equity package que ces gens-là ont. Parce que quand vous êtes femme de ménage chez Google, ou quand vous êtes masseuse chez Google, parce qu'il y avait des masseurs internes, ou quand vous êtes standardiste au standard, vous recevez de l'equity. Vous recevez des actions dans Google qui sont d'une part extrêmement infimes et qui donc ne valent pas grand-chose au moment où vous les recevez, mais qui, le jour de l'introduction en bourse, sont significatives. Et alors, c'est marrant, parce qu'une secrétaire chez Google ou une masseuse chez Google a en moyenne touché plus d'argent à l'introduction en bourse que plus de 30% des entrepreneurs ayant vendu leur entreprise dans la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui, parce qu'elles sont dans une power law, parce qu'elles ont atteint des valorisations qu'elles n'auraient jamais pensé atteindre, lorsqu'elles donnent 0,01% ou 0,001% de leur entreprise, 0,01% de 650 milliards, ça fait beaucoup d'argent en fait. Et une autre entreprise qui récemment a vécu ça, c'est Alibaba. Alibaba est une entreprise chinoise qui s'est construite dans l'anticulture chinoise et qui a tenu à donner des actions à le moindre employé, de la femme de ménage jusqu'au directeur. Il n'existe pas un employé qui, chez Alibaba, n'a pas d'action. C'est le même phénomène. Le jour où il rentre en bourse et qu'il valent 500 milliards et que c'est la plus grosse IPO du monde, même en ayant été une secrétaire, on touche quelques millions de dollars. Et ça, en fait, ça montre aussi que le rapport au travail et le rapport aux rémunérations est très différent. Puisqu'on n'essaie pas de payer quelqu'un à sa valeur de marché, on essaye de payer quelqu'un à son impact dans la mission. Et donc, la cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise a pour volonté d'aligner tout le monde. Et l'outil capitalistique est assez incroyable pour ça, parce que d'un seul coup, les gens reçoivent une rémunération qui est portée dans le temps, qui valorise leur fidélité, et qui ne change pas leur vie au quotidien, mais qui, à un moment donné, dans une cristallisation, parce qu'il y a un grand événement qui change la vie de tout le monde, on participe à ça. Et alors, ces managements d'un nouveau genre, il y a deux représentants que j'aimerais évoquer avec vous. Premier, sur la gauche, c'est Tony Hsieh. La gauche, oui, c'est ça. Tony Hsieh. Tony Hsieh, c'est le fondateur de Zappos. Alors, Zappos, c'est le genre d'entreprise extrêmement fascinante, parce que vous avez un type qui vend des chaussures en ligne. Alors, vous dites, bon, il n'y a quand même rien inventé de bien compliqué, je vends des chaussures en ligne. Alors l'avantage de vendre des chaussures en ligne, c'est qu'on fait 80% de marge. Alors quand on fait 80% de marge, on peut faire des choses agréables. Alors par exemple, ils ont des masseurs, ils ont un support client qui est parmi les meilleurs au monde. Par exemple, le télémarketing ou le téléconseil chez Zappos n'est pas optimisé pour que les gens passent le moins de temps possible, il est optimisé pour qu'on passe le plus de temps possible. Par exemple, il y a une conversation historique chez Zappos entre un employé et une personne qui a duré 48 heures. Pendant 48 heures, la personne a parlé avec un client. C'est le record absolu, il a reçu une prime. Donc vous voyez, il y a toute une théorie. C'est un livre qui s'appelle « Selling Happiness ». Je ne connais pas la traduction française. Mais l'idée, c'est que si vous avez les employés les plus heureux du monde, vous avez la culture la plus forte du monde, vous avez le turnover le plus bas du monde, et tout ça crée une cohésion et un alignement qui est bon pour la création de valeur des actionnaires. Alors, la critique qu'on fait toujours à ces entreprises, qu'on fait toujours à cette vision du monde, que moi j'entends 10 fois par jour, c'est de dire « Oui, mais vous êtes bien malin, vous, start-upers, avec vos entreprises faisant 80% de marge et très luxueuses. Bien sûr qu'on peut payer des masseuses et des grands chefs pour des téléstandardistes quand on fait 80% de marge, mais moi je peux te dire que chez Carrefour, on ne gagne pas beaucoup d'argent et la vie est dure. Et donc, on ne peut pas bien traiter les gens en bas de l'échelle. Ça fait partie du travail capitalistique de mal les traiter. Et ça, c'est un discours extrêmement récurrent depuis le 19e siècle, qui est que finalement, le rendement sur capital n'est pas si important que ça. Il faut serrer les coûts à tous les étages, et il faut surtout très mal payer les gens, parce que la masse salariale, c'est le coût qu'il faut le plus comprimer. Et alors, c'est pour ça qu'on a mis sur la droite
Et alors maintenant, la honte, j'ai oublié son nom. Homejoy, une autre entreprise, mais j'ai oublié son nom personnel. Laura, oui. Homejoy. Alors Homejoy, c'est quoi? C'est une société qui vous fait la promesse très simple d'envoyer une femme de ménage chez vous pour faire le ménage de la façon la plus rationnelle possible. Alors j'insiste, de la façon la plus rationnelle possible, puisque cette entrepreneuse s'est rendue compte que le marché du ménage, il avait 3 caractéristiques. La première, c'est que c'était un marché fragmenté. Trouver une femme de ménage, c'est compliqué, il n'y a pas une grande marque, il n'y a pas un Google du ménage. Deuxième chose, c'est que le ménage, c'est compliqué de manager une femme de ménage, puisque les femmes de ménage ne sont pas les personnes les mieux formées au monde et les personnes les plus efficaces au monde. Si vous prenez par exemple un grand hôtel, l'un des premiers travaux dans un grand hôtel avec vos femmes de ménage, c'est de les former à la rationalité du nettoyage d'une chambre, avec 2 objectifs, un, que ce soit nickel, et 2, que ce soit fait le plus rapidement possible. Mais il vous faut une formation. C'est pas... Tout le monde pense que le fait d'être femme de ménage, c'est quelque chose de naturel, mais absolument pas. Ça demande une forme de bon sens qui peut être enseignée. Et la troisième caractéristique du marché du ménage, c'est que les gens sont extrêmement demandeurs de quelque chose de récurrent. Ces 3 caractéristiques unifiées ont lancé Homejoy avec une volonté qui est, vous appuyez sur un bouton, vous programmez un moment dans la semaine où vous vous sentez à l'aise pour recevoir une femme de ménage, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, et Homejoy se charge de vous envoyer une femme de ménage. Alors, grand problème des plateformes de ménage, c'est que les femmes de ménage, elles ont un intérêt tout bête, qui est très aligné avec l'intérêt du client, c'est de squeezer la plateforme qui vous l'a présentée. C'est comme les profs particuliers. Donc elle vient 3 fois faire le ménage, et puis la 4e fois, elle dit à son patron, écoute, sur Homejoy, tu payes 50% de commission, je te propose de m'en donner 25 et de payer 25% de moins. Et c'est ce qui fait que la plupart de ces plateformes ne réussissent pas. Là où Homejoy est unique dans son genre et extraordinaire, c'est que cette jeune fille a été faire le ménage chez les gens pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, elle faisait le ménage dans la journée, elle dormait dans sa voiture et elle codait le soir le produit. Imaginez, pendant 1 an et demi, c'est une ténacité incroyable. Et qu'est-ce que ça lui a appris? Ça lui a appris que ses clients, ce n'étaient pas les gens qui commandaient le ménage. Ses clients, c'était les femmes de ménage. Et ça, c'est unique en termes de structuration. C'est-à-dire que les gens qu'elle doit garder, parce qu'elle veut bâtir un monopole, c'est que si vous voulez bâtir un monopole récurrent sur un usage pareil, il faut que les femmes de ménage aient un intérêt à être sur la plateforme plus grand que de bâtir une relation personnelle directe. Et elle a fait ça à travers quoi? À travers de la formation, à travers de la rationalisation, et surtout à travers une assurance. Puisque, en fait, qu'est-ce qu'elle assure à ces femmes de ménage? L'assurance qu'elles seront bookées au maximum et qu'elles seront mieux payées qu'ailleurs, pour une raison toute bête, c'est que le ménage chez Homejoy, il est plus cher que toute la concurrence. Comme les voitures Uber sont plus chères qu'un taxi, ils ont réussi à créer un segment premium dans le ménage qui fait qu'aujourd'hui, quand vous commandez une femme de ménage sur Homejoy, vous ne payez pas. Alors c'est d'ailleurs très intéressant, puisque le gros problème aujourd'hui d'Homejoy, c'est une société qui est en train de mal tourner, parce qu'ils ont essayé d'exporter ce modèle-là en Europe. Et ils sont arrivés en Europe, avec toute la bonne volonté du monde, et en essayant de considérer les femmes de ménage comme leurs clients, et ils ont eu tous les problèmes classiques que vous avez en Europe à gérer beaucoup de working labor. Et aujourd'hui, ils sont en train de scale down en Europe, de fermer leurs opérations en Europe, de se reconcentrer sur les États-Unis, en se disant que dominer les États-Unis, c'est déjà une bonne première étape. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est quand même une population qui n'est pas très considérée, c'est une population qui n'est pas très bien payée, et où on montre comment le numérique peut améliorer leurs conditions autour d'un travail qui, lui, ne change pas, qui est celui de faire le ménage. Alors, tout ça, en fait, répond à un mouvement qui s'appelle l'économie collaborative. Alors moi, j'aime pas beaucoup le mot économie collaborative. Je le mets parce que c'est comme ça qu'on le qualifie. Mais l'économie collaborative, si vous regardez ce que c'est réellement, il y a la version bisounours où vous dites c'est un truc génial, les gens partagent. Puis en fait, vous regardez réellement économiquement c'est quoi, et c'est tout le monde est en train de devenir un loueur. Et c'est un peu comme si la propriété avait été un accident de l'histoire et que maintenant, la bonne forme pour acquérir des choses, c'est simplement de les louer. Et ça participe aussi à un mouvement qui est qu'aujourd'hui, les revenus des gens ne sont plus dans un seul métier, ne sont plus concentrables dans une seule activité, et que les gens vont avoir des revenus streams plus ou moins diversifiés en fonction de leurs assets et en fonction de leurs actifs.
et que tout ça va s'additionner pour essayer de produire un revenu. Dans un monde où, qu'on le veuille ou pas, la quantité de travail disponible va baisser. Et ça, c'est quand même le grand sujet qui est en train d'être traité. C'est que ces effets de réseau et la structuration de l'économie numérique, qui s'appuient sur deux grandes forces. D'abord, le fait que c'est des entreprises qui sont scalables, elles ont des rendements croissants d'échelle, et qu'une fois qu'elles sont en monopole, elles ne peuvent être mises en cause que de façon dérivée, jamais de façon frontale. Microsoft n'est pas mort parce qu'il y a Apple qui a réussi. Microsoft est en train de mourir parce que Google a réussi. Google n'est pas en train de mourir parce que Bing est une menace. Google est en train de mourir parce que les gens arrêtent de faire des recherches sur mobile. Apple n'a pas comme menace un constructeur d'objets. C'est pas Sony la menace d'Apple. La menace d'Apple, c'est que les gens sont en train de commoditiser les objets qu'ils achètent, etc., etc. Ce qui fait qu'on passe d'une économie où la valeur, c'était la concurrence, et le fait qu'on capte 20%, 30% de parts de marché, à une économie où il y a deux phases, une phase de conquête de monopole et de création de monopole, et ensuite une phase de gestion de la défense pour préserver ce monopole. Mais ces deux phases sont caractérisées par quoi? Sont caractérisées par une innovation extrêmement intense, et un rythme extrêmement intense qui n'est pas le rythme traditionnel que les syndicats peuvent avoir dans leur rapport à leurs revendications et que les salariés peuvent avoir traditionnellement pour réclamer des choses. Nicolas a parlé du syndicat des freelancers. Par définition, de plus en plus de gens font de cette précarité un choix de vie et font de cette précarité une valeur qui est la liberté. Et cette valeur est de plus en plus omniprésente à mesure que les gens sont bien éduqués et disponibles. Alors, les entrepreneurs de l'économie numérique, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se représenter. D'ailleurs, ils ne sont pas très bons en lobby. C'est une caractéristique qu'on voit très souvent. Ils ne sont pas très bons dans leurs revendications. Mais il y a des gens qui sont en train de prendre ce métier pour eux, alors pour le meilleur comme le pire, parce que leurs intérêts ne sont pas parfaitement alignés. Les entrepreneurs et les investisseurs sont dans le même bateau. Il y en a qui sont en première classe et d'autres en troisième classe. Mais au moins, c'est le même bateau, il va dans le même sens. Et aujourd'hui, c'est les investisseurs qui jouent le rôle. Alors là, vous en avez trois très connus pour ça, Marc Andreessen, Ben Horowitz, Peter Thiel, qui sont des gens qui aujourd'hui prennent la parole publiquement pour défendre les intérêts des entrepreneurs, lutter contre les régulations qui sont considérées comme abusives, etc., etc. Mais aujourd'hui, la catégorie entrepreneur est une forme sociale qui a ses intérêts propres, et ces intérêts sont relativement opposés et relativement en contradiction avec l'ensemble des revendications classiques que les syndicats peuvent avoir. Tout à l'heure, Nicolas a mis une photo pour vous montrer le décalage entre un Harper Reid et le patron du MEDEF. C'est une réalité, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat que la représentation passe aussi par les clichés et les caricatures, et qu'aujourd'hui, les clichés et les caricatures ne sont pas à la faveur de ce monde-là. Alors, à l'inverse, les entrepreneurs représentent des gens de façon glorieuse et très active, c'est les consommateurs eux-mêmes. Et ça, on l'a vu de façon systématique dans toutes les grandes histoires d'entreprises interdites par la régulation. Pourquoi Airbnb survit? Airbnb ne survit pas parce qu'ils sont en train de faire des deals avec les hôtels. Airbnb survit parce que les consommateurs sont fans d'Airbnb. Uber ne survit pas parce que Uber est en train de passer des accords avec je ne sais quel gouvernement. Vous saviez que Uber Pop est interdit depuis le 1er janvier. Je vous encourage à rentrer en Uber Pop. C'est même pas un sujet. Pourquoi? Parce que de toute façon, la mobilisation et la base politique que ces entreprises ont en établissant un lien direct avec les gens, un lien intime, est telle que ces entreprises sont devenues des forces politiques et des forces sociales à elles toutes seules. D'ailleurs, Uber, cette année, le recrutement phare qu'ils ont fait en donnant énormément d'equity et énormément d'argent à une personne, c'est le type qui a fait élire Obama en 2008. Le conseiller spécial d'Obama en 2008 pour l'élection et qui a organisé l'ensemble de cette campagne un peu guérilla, aujourd'hui est à la tête d'Uber. Être à la tête de la campagne Obama ou être directeur de la stratégie et de la communication d'Uber, c'est le même métier. Et c'est drôle, comme la politique américaine est devenue un pourvoyeur de talents pour ces entreprises. Si vous regardez le directeur de la communication de Facebook, c'était quelqu'un qui était en charge de la communication de George W. Bush.
Et pourquoi? Parce que ces entreprises ont conscience qu'elles ont un impact social extrêmement important, qu'elles ont une place dans la société et que leur vision du monde doit être articulée, exprimée, et que cette vision, en fait, Jeff Bezos est sans doute l'archétype de ça, elle est toujours au service des consommateurs. Et d'ailleurs, ce service des consommateurs est un argument interne pour faire valoir tout ce qui ne va pas dans ces sociétés. Vous savez, il y a toujours un article qui sort pour expliquer que les conditions de travail chez Amazon sont terribles. Et on vous explique, vous voyez, il n'y a pas de différence entre l'avant et le maintenant, tout ça c'est la même chose. Alors moi je vais vous dire ce que je pense de ça. La première chose, c'est que les employés dans les entrepôts d'Amazon, il ne va pas y en avoir longtemps pendant très longtemps. Il ne va pas y en avoir beaucoup pendant très longtemps. Amazon installe des robots tous les mois sur ces sujets-là, et de toute façon, le fait d'être manutancier chez Amazon, ça ne va pas durer. Et puis quand vous dites à Jeff Bezos, c'est affreux, il dit, mais non, c'est pas affreux, le client est roi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut trouver ça affreux et qu'on commande quand même sur Amazon. Il y a même un hacker qui a fait un truc très drôle, il a regardé tous les gens qui avaient shéré l'article du New Yorker qui démontait Amazon de long en large et en travers, et qui avait regardé si les gens avaient commandé sur Amazon récemment et s'ils arrêtaient de commander. Ils n'ont pas arrêté de commander. Par contre, ils se sont outrés. Vraiment, ils aimeraient bien qu'Amazon traite différemment ses employés, mais surtout ne pas payer de frais de port et continuer dans un statu quo. Et c'est aussi ce qu'il y a de merveilleux dans l'économie numérique, comme c'est la limite de l'économie numérique, c'est que l'économie numérique reste une économie, c'est tout bête. Il y a des intérêts, il y a des alignements, des fois les intérêts sont alignés, des fois ils ne le sont pas. Et ça montre en fait que c'est la différence entre un HomeJoy et un Amazon. Amazon, les gens dans l'entrepôt sont une forme de commodité qui va bientôt être remplacée. HomeJoy, c'est pas possible, les femmes de ménage sont les clients. Donc d'un côté, vous avez une amélioration des conditions structurelles, et de l'autre, vous avez une dégradation des conditions structurelles. Donc vous voyez, le problème, c'est pas que l'économie numérique soit différente, c'est simplement que les structures d'intérêt et les structures économiques sous-jacentes à ces entreprises sont un peu différentes. Merci beaucoup, je vous repasse Nicolas pour la suite du talk.